Le Crédit Agricole vous présente le MAC du Salon. Et bonjour à tous, dernière émission, oui, du MAG en direct du Salon international de l'agriculture. Et vous êtes nombreux ce soir à nous rejoindre sur notre plateau en direct, toujours, bien évidemment. Alors plein de surprises, hein, vous le savez, vous le connaissez ce MAG. Et puis un invité, pour cette dernière, je crois qu'on a fait fort. Il est beau, il est drôle, il est sympathique, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui. Et c'est d'ailleurs avec bonheur que vous le retrouvez, que nous le retrouvons tous les soirs après le JT de 20h sur TF1 dans une série qui cartonne et qui s'appelle Nos chers voisins. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le MAG Gilles Alma. Merci de l'invitation. Et il y a la Bretagne qui est là en force. Ils sont là les Bretons. Ils sont tous dingues, c'est magnifique. C'est le salon de l'agriculture. C'est vraiment ça. C'est une première pour toi, Gilles, le salon de l'agriculture? Non, j'étais déjà venu avec les enfants, les animaux, tout ça. L'odeur, non, j'aime beaucoup. Ah ouais, je vois que tu es un connaisseur. Tu vas nous en parler, dis donc, tout ça. De l'odeur? Des odeurs de quoi? Des odeurs des animaux? Des animaux, bien sûr. Oui, oui, et puis des produits aussi, parce qu'il y a les fromages ici, il y a plein de bonnes odeurs. La gastronomie. Exactement. Alors, tu es déjà venu, tu es revenu d'ailleurs avec tes enfants et ta chère épouse, tout à fait, qui sont partis se promener, je crois, voilà, dans le salon. Ils en peuvent plus, ils sont partis. Quoi, ils en ont déjà marre de moi. Bon, j'espère qu'on va les retrouver. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le salon. Dans les interviews que tu fais, tu parles beaucoup de ta famille, justement. J'ai l'impression que tu es un papa vraiment présent, engagé, comme plein de papas d'ailleurs. Ouais, je pense que important. je pense que je suis un papa dans l'air du temps, quoi. Voilà, je m'occupe de mes enfants, j'essaie de m'occuper de ma femme, de la garder un petit peu. Ouais. Voilà, non, et puis je le dis aussi dans mon spectacle. Donc effectivement, quand on me pose des questions sur ma famille, je réponds parce que voilà, ça, c'est pas, voilà, j'ai pas honte de dévoiler ma vie privée. J'en suis fier, voilà. Oui, c'est ça, il n'y a pas de tabou, pas de secret. Voilà. J'ai une vie très, très, très normale, très basique. Donc, je suis assez fier de ça, finalement. Donc, voilà. Donc, je le dis. Tu as bien raison. Une vie dont tu parles d'ailleurs dans ton deuxième one-man show. Ça s'appelle La vie est belle. Tout à fait. Ouais, c'est en hommage à Benigni ou écoute, c'est un très très beau film, mais j'ai pas du tout... On est d'accord, ça se termine pas pareil, hein. Rassure-nous. Non, écoute, arrête. Qu'est-ce que c'est que c'est... Bon, enfin bon, arrête. Vas-y, continue avec ça. Tu vas me faire chialer. Écoute, je parle de la vie de tous les jours, c'est-à-dire, voilà, j'ai une vie très commune, très simple. Donc je parle de ma vie de couple, je parle de ma femme, je parle de mon mariage, je parle de mes enfants, je parle de toutes, j'ai envie de te dire, je prends le mauvais côté des choses, mais des petites galères quotidiennes si tu veux. Et à la fin du spectacle, je me rends compte que finalement ces petites galères, ça fait un tout qui fait que la vie est belle. Voilà. Oui, puis j'imagine que c'est concernant aussi. On a tous, à nos âges en tout cas, des enfants, des maris, des femmes, des galères, voilà, des ras-le-bol. Et c'est ça que tu utilises en fait. Voilà, je décortique un petit peu, avec humour bien entendu. Hein, c'est un spectacle d'humour. Ouais, j'espère. Et voilà, et je mets une petite conclusion sympathique à la fin. Ah, il y a une petite morale? Il y a une petite morale, oui, mais qui est la mienne. Alors après, les gens adhèrent ou pas, mais il y a un petit moment, ce qui se fait rarement dans les spectacles humoristiques, mais il y a un petit moment d'émotion, voilà. Ok, bon, voilà. On va pas C'était très court, hein, mais il est là. Il est là, et tu tenais à ce qu'il y soit, ce moment-là. Oui. Ah, je suis très fier de ça, ouais. Alors, ce spectacle, tu l'as rodé en province. Tout à fait. Tu y es encore d'ailleurs, puisque tu seras le 11 mars à Charleville-Mézières. Tout à fait. Avec La vie est belle. Je fais pas la Bretagne encore, je vais venir, hein. Je pense que tu as intérêt à venir en Bretagne, Gilles. Oui, il va falloir que je le fasse rapidement. Là, tu as l'office du tourisme. Vous êtes de quel coin de Bretagne? Pontivy, bah voilà. J'ai joué Pontivy au rugby, par contre. J'ai fait du rugby, j'ai joué Pontivy. On a gagné. Mais oui, parce que t'es un sportif aussi. Anciennement, ça y est, maintenant, c'est de plus en plus dur le sport. Rugbyman, ancien rugbyman. Ouais, j'ai fait un peu de rugby, ouais. Ouais, t'as joué quoi, Non, j'ai joué jusqu'en Fédéral 3 et après je me suis fait l'épaule, les cervicales, le genou, j'ai fait allez hop, c'est bon, on arrête, tout va bien. Ouais, puis pas très compatible avec le métier de comédien. Si tu viens le lendemain sur un tournage avec le nez en moins, c'est plus embêtant. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'arriver. Heureusement, j'étais juste filmé comme ça, comme nous, si tu veux. Ouais. Et j'ai eu un genou. Voilà, je me suis fait le genou. Ah mince. Voilà, magnifique. Tu regrettes d'avoir arrêté ou tu fais autre chose maintenant non, je vais dans une salle. Voilà, comme nous tous, c'est ça. Bien sûr, avec les petites machines. Ça s'appelle de l'entretien, Gilles. C'est plus du sport, là. Ouais. Exactement, mais t'as raison, on essaie de sauvegarder le maximum.
Voilà. Ça Non, va, non, hein. je regrette rien parce que je suis très content de faire ce métier. Et c'était impossible de faire les deux. Ouais. Ouais. Tu as commencé le théâtre, en fait, poussé par tes copains, il paraît. Exactement, ouais. Hmm. Tu t'es bien renseigné. Je sais tout. Tu Ça, sais c'est tout. grâce à Alexandra, ma rédac-chef, et Ah, ses très équipes bien, de journalistes sont incroyables. Ah, il y a Et des qui gens qui bossent quand même ici alors. Ouais, vraiment. ouais. Et qui savent tout pour le coup. Tu vas voir, c'est étonnant. Très bien. On va pas tout dévoiler, mais ouais, c'est tes potes qui t'ont dit, faut que tu fasses du théâtre, quoi. Faut que tu fasses des cours de Ouais, théâtre. voilà, j'étais un peu un cancre en cours. Bon, il y a beaucoup de comédiens qui ont ce parcours-là, je l'ai eu aussi. Et voilà, je faisais rire mes potes. Moi aussi, je passais des bons moments en cours, mais pas comme ce qui aurait dû être, c'est-à-dire une scolarité Dans le exemplaire, moule, tu vois, ouais. voilà. Mhm. Et donc après mon bac, je me suis lancé. J'ai dit à ma mère, écoute, voilà, j'aimerais bien essayer des cours de théâtre. Et ben elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Mais en même temps, j'étais poissonnier, parce que ma famille est de poissonnier de génération en génération. Ouais, ça remonte à très loin. Ça remonte hein. à l'arrière-grand-mère Exact, ouais. qui faisait les Halles à Châtelet-les Halles. Ouais, ouais. Et donc j'ai suivi le mouvement et j'étais poissonnier, Comédien. étudiant au théâtre. Voilà. Et j'ai lâché au bout d'un moment le poisson. Ouais. Oui, c'est ça, pour te concentrer véritablement sur ta passion. Tout à fait. La comédie, t'as fait du théâtre du coup, t'as joué, ou t'es passé directement au petit écran, au grand écran? Moi j'ai fait. Alors tout ce qui est possible de faire pour un comédien, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris des cours de théâtre. Après j'ai galéré, hein. J'ai observé, j'ai tenté de faire mes premiers petits cachets. Donc c'est venu avec la figuration. J'ai fait les Papa Noël pour les enfants. J'ai vendu des bouteilles d'alcool dans les supermarchés. T'as même fait une pub pour du boudin noir. Alors ça, c'est mon premier vrai cachet. Ouais. Voilà, la gastronomie française. Mais exactement, et on en parlait d'ailleurs. Peut-être qu'on peut te mettre en relation dans notre émission. On a un monsieur qui fait de la pâte à tartiner avec du boudin noir. Ça s'appelle le boudin Tella. Ça doit être très bon. C'est très bon. C'est une très belle idée. Quand j'ai écrit cette émission, je me suis dit tiens, c'est marrant ça. Ouais. Donc ça, c'est ton premier cachet. Mon premier cachet, ouais. Et... Donc voilà, et puis des petites pubs, des phrases à droite à gauche à la télé. Ça. Des clips aussi. Des clips, voilà, tout ce qui était faisable, je l'ai fait. Je suis passé par tous les ouais, c'est ça, tous les apprentissages de ce métier qui t'amènent sur des expériences assez étonnantes finalement, passer de ce que tu dis du Père Noël au boudin noir à la musique, et puis arriver bien sûr à nos chers voisins. Comment ça s'est passé? Comment tu as été repéré pour cette série? Moi j'avais déjà fait un programme court sur M6 qui s'appelait Tongue et Paréo, qui est passé une saison et qui s'est arrêté, ça me dit quelque chose, qui n'a pas marché. C'était si tu veux, des géos dans un club, et moi je faisais le prof de tennis. Ça n'a pas fonctionné, donc je me suis dit, en sortant de là, j'aurais jamais plus ma chance dans un programme court humoristique. Et on va dire 3 ans après, j'ai eu ma chance avec nos chers voisins. J'ai été casté, plus de 2000 personnes castées pour la série. Pour la série, pas que pour Alain Stuck, ton personnage, on est d'accord. Et il faut savoir qu'au début, je faisais un colloque. Sur le pilote du film, je faisais un colloque. L'un des deux, là. Le blond, Jean-Baptiste Chelmerdine. Voilà, à la base, sur le pilote, c'était moi. Et donc ils se sont dit Gilles il commence à être un petit peu papa, donc on va peut-être ça va faire un peu bizarre au bout d'un moment, donc ils m'ont vieilli. C'est ça, ils t'ont vieilli, ils t'ont marié avec Isabelle Vitari qui est extraordinaire, j'adore. Vous faites un super couple à la télé. Ouais, on sent que vous mariez bien. On se marre bien, ouais. Elle s'appelle Karine. Toi, tu t'appelles Alain. Tout à fait. Elle est attachante. Et toi, t'es un homme qui. T'es un homme. Enfin, moi, je regarde la série. Vous êtes le couple que je préfère. Dis-moi ce que je suis. Ouais, je trouve que t'es un peu la caricature de l'homme qui a pas vieilli, l'homme un peu encore enfant. Voilà, qui est un petit peu macho. Ouais, c'est ça. Mais sympa, et attachant, qui adore sa femme. C'est ça. Alors, c'est la 4e saison qui est diffusée en ce moment. Ouais. Une 5e en préparation? Tout à fait. On va tourner au mois de mai-juin. Mai-juin, on tourne la 5e saison. On devrait faire un prime, là, on attend la production, on devrait faire un prime au ski. Donc ça, c'est je te dis un petit scoop. Un petit scoop. Ah, super. Moi, j'aime bien quand vous. Le prochain prime sera au ski. Les lancements, on sera à la montagne. Excellent. Bonne idée, ça. Ouais, c'est cool. On est content. Puis il y a des guests aussi dans votre série. Alors, il y a des stars. Tout le monde est venu là. Ouais, même les animaux. T'as eu des animaux? Ah oui, j'en ai eu plein. J'ai eu un phoque. On a eu un lion. Oui. Non, un tigre. C'était un tigre. Non, c'était un lion. On a eu un tigre aussi, mais c'était pas moi. Ouais. Il y a eu des pingouins. Il y a eu des. On a tout eu. Non, c'était des canards, des. Non, il y a vraiment eu. On a eu la totale là. Pour les animaux, on était servis. Bon, 5e saison, préparation. Tu te régales encore? Tu t'amuses? Ouais, on s'amuse parce que on fait toute la saison. On tourne en 2 mois.
2 mois. Ouais. Mais Tout- c'est un an de diffusion, on tourne ça nous en 2 mois. Mais vous faites quoi, du 6h du matin, Bah, minuit voilà, ou, ouais, c'est du 9h-18h, on est à fond les ballons, c'est des journées de taf, il faut pas trop nous parler entre. Tu vois. Ouais, j'imagine, On je s'endort vois très bien. vite. Ouais, ça doit être un petit peu tendu. Donc, mais donc tout ça pour te dire que quand on se retrouve, on est très content. Voilà, donc on attend avec impatience à chaque fois la saison prochaine. c'est quand le prochain tournage, tu m'as dit Mai-juin. Mai-juin, donc tu as encore un tout petit peu de temps. Ouais. Tu fais quoi en ce moment? C'est le One Man bah, Show c'est parce mon- que tu vas. Mais oui. Mon spectacle. Mais au mois d'avril, tu viens dans la capitale pour jouer. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je viens à l'Apollo Théâtre. Je suis Ouais. très content. Bah, donc nous tous aussi. les dimanches à 19h. Voilà, j'ai hâte. Et puis je continue en province. Charleville-Mézières. Je vais faire Blois. Je vais faire Saint-Raphaël. Je vais faire Chantonnay en Vendée. Voilà. Encore pas mal de dates, Jean-Luc-sur-Mont. Je vais faire à côté de Pau aussi. Je vais aller à côté de Pau. Enfin, voilà. Et je toujours pas la Bretagne. Mais ça va venir. Mais ça va venir. ils sont partis, t'inquiète, ils sont partis faire un tour, nos amis Ah, ils sont là, bretons. ils sont là, ils sont Ah non, bien ils en sont face, là, là. ils ont changé de côté. Bon, bah ça y est, t'as des fans. Tu sais que les gars, tu sais. Tout ça, c'est déjà fait, à mon avis, t'inquiète. Bon, en tout cas, je te garde tout au long de cette émission. Avec plaisir. Si tu veux bien, je t'emmène tout de suite découvrir notre première chronique. Elle s'appelle À votre service. Et nous accueillons notre premier invité, Patrick de Giovanni. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Bonjour. Patrick de Giovanni est directeur général adjoint de Pacifica. Est-ce que tu connais Pacifica? Ça te dit quelque chose? Redis-moi ça. Pacifica. Pacifica. Ouais. Non, Et je ne ben connais voilà, pas. bah Patrick va t'expliquer Ouais. ce que c'est, et puis aussi pour nos Va falloir téléspectateurs. que je lui souffle en fait. Hein. Ouais. Allez, Ah. bien, bien. Ah, il y a un Donc message. c'est la société d'assurance dommage du Crédit Agricole. Ah, très bien. Voilà. Voilà. Et donc si tu es au Crédit Agricole ou chez Eh ben, LCL, on peut se tutoyer. Oui, Ouais, bien sûr. ouais. Eh ben, figure-toi que j'y suis et je vais m'acheter un appartement et je vais Non. sûrement prendre mon prêt au Crédit C'est Agricole. pas vrai. Je te ben, jure. si tu prends ton prêt, et tu as bien raison, au Crédit Agricole, prends ton assurance habitation en même Alors temps. j'ai une assurance habitation pour un. Je raconte toute ma vie. Le mec Oui, il non, mais déballe là, tout. on me dit Tout à l'heure, aussi je qu'est-ce vais qui foutre se ta passe poêle. là sur le plateau. Non, pour un studio que je Non mais loue. on en parle tout à l'heure Voilà, en fait. tout à hein. fait, On va tout à régler fait. ça. Ouais. Ouais, les gens s'en foutent finalement. Ouais. Vas-y, Ouais, vas-y. c'est pas grave. C'est Bon, pas grave. les gars, Non, s'il vous plaît, on l'a fait cette émission. Oui, tout à fait. Vas-y, excuse-moi. Donc Pacifica, bien sûr, c'est une filiale d'assurance dommage du Crédit Agricole qui propose bien sûr des services dans de nombreux domaines. Peut-être qu'on peut en citer quelques-uns de ces domaines, Patrick. Oui, l'assurance automobile, l'assurance habitation, les garanties d'action de la vie, l'assurance santé complémentaire, la protection juridique et puis aussi de l'assurance pour les agriculteurs, pour les professionnels, pour les collectivités locales. Voilà tout un ensemble en fait de couverture des risques que chacun d'entre nous, chaque agriculteur peut avoir. On va en parler bien sûr de cette assurance spéciale agriculteur, mais d'une manière générale, combien de sinistres votre société gère par an? Ça représente quoi? Alors si je mets de côté les prestations santé, on gère 1 million de sinistres. 1 million de sinistres sur 17 entités en région. En fait, nous avons 17 centres de gestion des sinistres un peu partout en France pour gérer ce million de sinistres, pour dépenser, entre guillemets, indemniser à hauteur de 2 milliards d'euros nos clients, avec le souci de la qualité. Et finalement, le plus beau résultat que nous avons, c'est la satisfaction des clients. Alors, et on a 94% de satisfaits et très satisfaits parmi nos clients. On a un indice de recommandation alors, de plus 36, je ne pense pas que ça vous dise Pas grand-chose. vraiment, mais la moyenne, c'est quoi? Voilà, la moyenne, c'est entre 0 et 10. Voilà, donc on est très Ah content ouais, de ça. pas mal. Non, tu vois, c'est une bonne idée en fait. Je pense que tu... Moi, je le sais, moi, j'y Ouais, suis. ouais. J'y suis. Ah ouais, t'as du Voilà, pif. c'est hein. signé. Parti ouais. des 96. Elle a été créée en quelle année cette assurance, Patrick? Ben, on l'a créé en fait en 1990. C'est le Crédit Agricole donc, qui a pris cette initiative. Alors c'est important parce que c'était un banquier, c'est toujours un banquier, et devenir assureur, c'est pas si évident que ça, parce que on a créé en tant que banquier une relation avec ses clients et on se dit oh là là, si j'ai des problèmes au moment de l'assurance, est-ce que ma relation bancaire va être détériorée par ce qui se passe au moment de la gestion du sinistre? Et donc nous avons créé une société d'assurance dès le départ avec ce souci de la qualité de la gestion des sinistres. En fait, on n'y peut rien, on a été obligé quelque part par le Crédit Agricole, par les banquiers, d'être les meilleurs. Voilà. Et donc, on Tout est simplement. à peu près les meilleurs. Tu as La vu ça? classe. Cette C'est confiance la classe. en soi, c'est extraordinaire, Patrick. Je reviens sur les sinistres. 1 million de sinistres, ça veut dire combien d'assurés?
Alors nous avons 10 millions en fait de contrats, nous avons 4 millions d'assurés. Donc à 4 millions d'assurés 4 millions et d'assurés. 1 million de sinistres, c'est pas mal ça. Presque autant que nos chers voisins, dis donc, 4 millions. Non, c'est 7 millions nos Nous, chers c'est voisins. de quand 5 même. à 7. Non, tu multiplies là. Non, Et mais l'indice de satisfaction, elle est de. Je sais pas. 100%, non. Non, mais on compare en fait. On a, bien sûr. oui, sur mon bureau en fait, il y a sa courbe et la mienne, et en fait, on cherche à passer au-dessus. On a parle bon de espoir. courbes, hein, messieurs. On reste sur des courbes, on est d'accord. tout à fait. Voilà, ne comparez rien d'autre. Non, hein. non, Bon, non, allez, c'est juste une courbe. Bon, être assureur, ok, il y a plein d'assurances en fait sur le marché. Comment vous faites pour vous démarquer, hormis bien sûr les différentes assurances que vous proposez? C'est quoi le plus de Pacifica? Alors déjà, le plus de Pacifica, en fait, c'est toute la logique, les piliers sur lesquels on travaille. Et il y a 4 piliers. Le premier pilier, évidemment, c'est la satisfaction des clients. Donc ça, c'est fondamental. Vous pouvez l'imaginer. Le deuxième pilier, c'est la satisfaction des collaborateurs. L'idée, elle est simple. On pense que si le collaborateur a un plaisir de travailler chez Pacifica, il va être engagé et ça va se sentir dans la relation qu'il aura avec les clients. Le troisième pilier, c'est aussi les coûts de gestion. Et le quatrième pilier, c'est le coût des sinistres, la maîtrise, la juste indemnisation. Il ne faut pas les négliger parce que c'est comme ça qu'on peut avoir un tarif attractif et donc des clients. Et toute la logique, tout le principe, c'est de tenir les 4 piliers ensemble. Et on pourrait imaginer un 5e pilier qui s'appellerait l'innovation, le digital. Ça, c'est présent chez Pacifica? Ah oui, tout à fait. En fait, ce que l'on cherche à faire, c'est être en proximité du client. Or, le client aujourd'hui, il est sur le digital. De temps en temps, il décroche le téléphone. De temps en temps, il va dans l'agence bancaire du Crédit Agricole de l'SCL. Et c'est là où il est que nous devons pouvoir apporter le service. Et donc, en termes d'illustration, d'innovation, nous venons de mettre à jour notre nouvelle appli sinistre qui permet à un client du Crédit Agricole assuré d'avoir évidemment de la visibilité sur ses contrats, sur tous ses contrats, mais aussi la possibilité en fait de déclarer son sinistre, voire même de le gérer en intégralement. Ligne, quoi, intégralement. Ouais. Par exemple, un sinistre bris de glace en automobile, eh bien, vous allez sur l'application, vous dites où vous vous situez, on vous propose un garage qui va vous réparer ou remplacer le pare-brise. Vous y allez tout seul, vous ne déboursez pas 1 euro et vous êtes évidemment avec un véhicule impeccable dans l'heure. Voilà, c'est ça que nous pouvons offrir. Nous mettons également à disposition l'e-constat qui permet de faire des constats amiables avec le smartphone. Toi, tu conduis d'abord, Gilles, tu as une voiture? Oui, je conduis, oui. Ouais. Tu as encore des constats papier dans ta voiture? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est une bonne nouvelle, donc je le garde. Ah non, mais il est bien, parce que moi, j'en ai plus. Bon, voilà, quand j'ai un accident, je cherche le constat. Et maintenant, il y a des e-constats, alors. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà, tu as ton appli, tu peux carrément faire un constat en ligne, c'est ça? Même dessiné, alors, en fait. Hein, en fait, oui. Alors, ce constat, en fait, ce e-constat, il est partagé par toute la profession. De fait, il est bien reconnu par celui qui vous a rentré dedans, parce que c'est pas l'inverse. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Sinon, vous ne serez pas assuré chez nous. Toujours dedans. Voilà, tout à fait. Donc, ce e-constat nous permet très facilement, en fait, et beaucoup plus facilement que sur papier, de remplir le constat et de faire les dessins. Parce que il y a des véhicules dessinés a priori, des flèches dessinées, c'est beaucoup plus simple en fait. Ouais, voilà, ça c'est une belle idée. Et puis parce qu'on est au Salon de l'Agriculture, eh bien, on a envie que vous nous parliez bien sûr de cette assurance dédiée aux agriculteurs. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Eh bien, la grande évolution de l'année 2015, c'est toute l'assurance des risques climatiques. Donc l'assurance des récoltes, mais aussi l'innovation qu'a portée Pacifica, c'est l'assurance des prairies. Alors qu'est-ce que c'est que ces assurances prairies ? Tu as entendu parler ? L'assurance des prairies, aucune idée. Non. Donc tu sais à quoi servent les prairies, hein ? Donc les animaux en fait broutent, hein, d'accord ? Voilà. Donc c'est vital en fait, c'est vital qu'il y ait suffisamment d'herbe pour permettre aux éleveurs d'alimenter leur bétail. Et il peut y avoir des événements climatiques qui font que cette herbe ne sera pas au niveau attendu. En particulier, tu as tout à fait raison, la sécheresse. Une des difficultés que nous avions, c'est comment je peux évaluer le fait que la pousse d'herbe a été insuffisante. Alors on avait réfléchi, on pensait mettre un expert à domicile chez l'agriculteur. Madame était peut-être d'accord, mais monsieur a dit non, et en fait ça aurait coûté extrêmement cher. Alors, du coup, le résultat, c'est qu'on a travaillé avec Airbus,
et nous faisons ce repérage, cette mesure de pousse de l'herbe par satellite. Voilà. Et donc ça, c'est une innovation incroyable puisque finalement, nous calculons votre indemnité, si tu as un terrain, voilà, par satellite. Par Airbus, quoi. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous avez l'agriculteur a une information sur la pousse d'herbe. Il a un compteur, voilà, et il voit que là, il est en avance, en retard. Chose que l'agriculteur, en fait, sentait, mais de façon imprécise. Aujourd'hui, avec notre partenariat avec Airbus ainsi qu'avec des instituts de recherche, nous avons mis au point un indice, un indicateur qui donne une information en fait, que l'agriculteur lui-même n'avait pas. Ben voilà, merci beaucoup Patrick de Giovanni. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un passionné de votre travail des assurances. Merci à vous. À très bientôt en tout cas. Puis nous, on va continuer notre aventure. Je t'emmène, mon cher Gilles. On va retrouver Julien Rosburger, tu as rencontré tout à l'heure, dans le hall des produits. On va aller à la rencontre d'un porc au cul noir, c'est ça? C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, il s'est mal lavé alors. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Frédéric, bonsoir Gilles. Oh, vous êtes mignon. On va déjà aller à ma rencontre si j'ose dire. J'ai eu beaucoup de messages sur le rose, comme quoi ça m'allait bien. Donc je me suis dit, faut continuer dans cette lancée. Donc on va parler du porc cul noir avec Monsieur Sénégas. Bonsoir. Alors ce porc cul noir, il a une grande histoire et une belle histoire. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Tout à fait, bonsoir. Donc c'est un porc cochon cul noir de type ibérique qui a été remis sur le circuit en Limousin dans les années 70. On a pu retrouver un porc cul noir avec un Vera. Et donc on est reparti sur le cochon cul noir sur Saint-Thierry en Limousin. Alors ce porc cul noir, en dehors de cette petite histoire, il est bon, il a du bon gras, c'est bien ça? Voilà, c'est un porc en fait qui est élevé en plein air, qui est élevé minimum 14 mois, qui mange de la châtaigne, de la pomme de terre et du gland. Un petit complément de céréales de 10% pour pouvoir avoir vraiment un cochon qui soit vraiment exceptionnel. Alors il y en a très peu et en dehors de ça vous avez un écusson, l'écusson noir, vous pouvez nous en parler, c'est juste ici. Hein. Oui voilà, en fait c'est un cochon en fait que la coopérative agricole l'écusson noir a remis en place il y a maintenant 3 ans. C'est vraiment sur un produit en fait qui est vraiment top sur sa qualité. C'est un cochon en fait qui a vraiment un gras, mais c'est du bon gras. C'est un gras qui a un goût de noisette. La viande elle est persillée. Voilà, je pense que c'est un produit d'excellence que plus tard il ira loin, très loin. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce porc cul noir? Présentez-nous ce stand. Alors donc là le porc cul noir, donc moi en tant que coopérateur et chef charcutier, donc sur le stand à Paris, je propose le jambon sec affiné 18 mois. Vous avez le filet mignon de porc séché entre 3 et 4 mois, le saucisson sec, la saucisse sèche, vous avez après la ventrèche et le lard de cul noir. Voilà, nous sur le lard de cul noir, on s'en sert, donc c'est un produit en fait qui est très bien vendu chez nous en campagne. On s'en sert beaucoup pour faire tout ce qui est pommes de terre sautées. On peut cuire aussi un bon bout de bœuf avec du lard de cul noir. Ça c'est des choses qui sont top quoi. C'est bien comme ça, on a déjà les petites recettes. Alors c'est votre première année au Salon de l'Agriculture, vous avez beaucoup de passages, vous faites même des sandwichs, tout ça, ça marche bien pour vous cette première année? Alors donc sur l'année dernière en fait on a attaqué par la vente aux enchères. Et cette année je me suis dit voilà, l'année dernière on y était, on était à la vente aux enchères. Aujourd'hui on est capable avec la coopérative de sortir du bon produit qui a été certifié par la coopérative. Donc on est arrivé sur le salon, ça y est, on est là. On s'attendait à avoir une plus grosse fréquentation que ça. On a fait une belle vente aux enchères jeudi. Jeudi après-midi, j'ai acheté le cochon le plus cher, je pense, sur une vente aux enchères qui était à 3 000 €. Mais déjà, félicitations pour ce porc. Alors, il n'y a pas assez de gens qui viennent. Il faut encore venir aujourd'hui, demain. Où on peut vous trouver au Salon de l'Agriculture? C'est ça. Alors, donc là, le stand, donc, il est placé sur le hall 3. Allée B, stand 4. Et donc, nous, ici, on va vous proposer donc, toute la salaison et du snacking. Voilà. C'est du 100% limousin, 100% cochon cul noir. Et moi, je dis, le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, ça c'est dit. Bon, moi, je me balade avec ma petite cravate, tout ce qu'il faut. Et on se retrouve juste après. Oh, ça tweet, hein, Julien. Vous nous ramenez un petit souvenir, parce qu'on a un peu craqué sur la nourriture de ce petit porc noir, n'est-ce pas? Des pommes de terre, des glands. Ça nous fait rêver. Et puis...
Ah pardon, et j'ai dit des glands. Bon, Oui. c'est pas grave, excusez-moi. Et on vous dit à bientôt, mon cher Julien. Et félicitations à Christophe. Bravo d'avoir réhabilité cette trace de porc cul noir. Bravo à vous. À tout à l'heure. J'adore. Ah, Julien, on l'a perdu là. Ça y est, il a le béret. Il est parti. On va pas le retrouver. Bon, on va tout de suite nous retrouver 2 petites filles. Je sais que tu as 2 enfants. Tout à fait. Ils ont quel âge, tiens? Alors moi c'est 4 et 7, 2 garçons. 2 garçons, 4 et 7. Et bien là, je te propose 2 filles, 5 et 8. Elles s'appellent Morgane impeccable. et Lina. Et elles font le tour du salon depuis le début pour nous proposer justement des activités dédiées aux enfants et aux familles. Et aujourd'hui, elles vont apprendre à faire de la cuisine anti-gaspi. C'est le salon Super. de Morgane et Lina pour la dernière fois. Bonjour les filles, bienvenue au stand du ministère de l'Agriculture. Alors regardez, on va commencer. On a des ateliers ludiques pour les enfants, pour les enfants et pour les familles surtout parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui apprennent beaucoup de choses sur le stand. On a un atelier autour de l'agroforesterie où il y a des arbres dans lesquels on a des effets loupe qui vont nous montrer plusieurs choses et que les comédiens vont pouvoir développer ensuite avec les enfants, notamment sur la méthanisation, sur la biodiversité, sur l'agroforesterie, l'agroécologie, les abeilles. Ensuite, on a un atelier sur la carte de France, les produits de la France, des produits de terroir, des régions. Donc là, il y a plein de questions autour de qu'est-ce qu'on consomme, comment on consomme dans les dom-toms, qu'est-ce qu'on consomme dans les dom-toms, d'où vient le reblochon, d'où vient le maroilles. Donc les gamins doivent essayer de retrouver la bonne réponse. Je vous présente la carte de France des produits. Vous êtes sur le stand du ministère de l'Agriculture. Ici, vous avez une carte avec toutes les AOC ou les AOP. C'est des mots un peu compliqués, mais je vais vous expliquer ce que c'est après. Je suis un des aliments les plus anciens de l'humanité. Je suis produit par les abeilles et mon goût varie en fonction des fleurs butinées. Bravo, effectivement, c'est bien. Le miel, bravo. On va s'en faire un petit dernier pour la route. Ah, celui-là, on peut le faire celui-là. Tu veux choisir celui-là? Ah bah très bien. Super, ah bah tu le fais tout de suite. Oh là là, mais... Comment tu le fais tout de suite? Je sais pas. T'as regardé? Non. T'as triché. L'atelier anti-gaspi est vraiment ciblé au niveau de la cuisine. Il y a 2 chefs de l'atelier des chefs qui sont là, qui recyclent des aliments tous les jours et qui apprennent aux enfants et aux parents qui sont présents à recycler les aliments du frigo. Par exemple, si on a du vieux riz qu'on n'a pas mangé de la veille, comment le recycler en galette de riz avec du fromage, par exemple. Voilà, c'est apprendre les bons gestes aux enfants. Et c'est les futurs consommateurs de demain et c'est des gens qui peuvent faire en sorte que le gaspillage alimentaire diminue dans le monde. On ne peut plus trop se permettre de jeter n'importe comment, donc c'est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge, oui, bien sûr. On a utilisé du thon, des œufs, de la crème fraîche, des oignons, de la carotte, des oignons et on a mis du curry aussi. Des années où on comptait le nombre d'enfants qu'on avait, là on compte plus parce que c'est en flux tendu tout le temps, ça passe. Voilà, les comédiens sont là pour animer les ateliers, l'atelier cuisine est en flux tendu aussi, donc c'est oui, c'est assez. Il y a beaucoup de passages, on n'a pas à se plaindre. Alors on est au hall 4, tout au fond du hall, vous ne pouvez pas nous louper. Et il y a tout un signe de Mobius sur l'infini qui est en l'air, donc je pense qu'on est assez visible. C'était trop bien le salon. À bientôt sur Campagne TV. Mais à bientôt les filles sur Campagne TV. Merci, c'est un plaisir de parcourir le salon avec vous, Morgane et Lina. On vous embrasse très 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 fort. Et puis tout de suite, eh bien, nous allons découvrir le coup de pouce du jour dans le mag Terre Rouge, Vignes et Vin.
Lancer une nouvelle plantation de chardonnay et de sauvignon pour recréer un terroir d'exception. Gilles, c'est le pari de notre invité. Dans le coup de pouce du jour, je te présente Mathilde Bonnet. Mathilde, bonsoir. Gilles. Enchanté. Mathilde, elle est viticultrice, œnologue même, et elle s'occupe d'un domaine qu'elle a créé avec son amoureux, Julien. C'est terres rouges, vignes et vins. C'est ça, tout à fait. Bonsoir Frédéric, bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Bonsoir Mathilde. Alors, où vous êtes dans le Beaujolais? C'est ça, nous sommes situés dans le sud du Beaujolais, à 25 minutes au nord de Lyon, dans la région des Pierres Dorées, et joli, sur la commune de Anse, très exactement. Tu connais ce coin-là un petit peu, Pas Lyon? du tout. Non? Je connais Lyon, mais j'ai pas été plus bas que le périphérique. Bon, il faut faire une petite tournée bien aussi sûr, par là-bas. Il faut qu'on organise ça. C'est magnifique la France. Vous êtes les bienvenus. Avec grand plaisir. Et puis là, surtout, tu vas voir, tu vas découvrir des vins d'exception grâce à Mathilde, puisque il y a un an, vous avez donc créé ce domaine, terres rouges, vignes et vins. Et pour ce faire, vous avez acquis des parcelles. Oui, tout à fait. Donc en février 2015, nous avons eu la possibilité d'acheter 2 parcelles de vignes qui s'appellent Nachet et Coquerieux, du nom des lieux-dits sur lesquels elles se situent. Donc Nachet, c'est un joli carré de vigne d'environ 3000 mètres dans une belle biodiversité, puisqu'il y a tout autour des cerisiers, des murets en pierre, des haies. Et donc on va faire notre première récolte cette année, au mois de septembre. Ça veut dire que vous avez gardé les vignes qui étaient sur cette parcelle? Alors, pour Nachet? Pour Nachet, oui. D'accord. Par contre, pour notre deuxième parcelle, Coquerieux, là, on a pris la décision d'arracher les vignes qui étaient en place et de replanter, de créer en fait un nouveau terroir, de replanter de nouveaux cépages. Quelles étaient les vignes alors? C'était quel genre de cépage? C'était du Gamay. Donc, qui est le cépage traditionnel dans le Beaujolais. Du coin, bien sûr. Voilà. Tu connais un peu les vins du Beaujolais, en tout cas? J'ai fait quelques dégustations, mais j'oublie très vite, en fait. Il faut travailler tout le temps. Il faut recommencer, quoi, c'est ça? Oui, mais C'est un message là que tu envoies à Mathilde, c'est ça? Non, mais pour la dégustation. C'est pour oui, c'est ça, pour la dégustation, pour l'œnologie, il faut tout le temps goûter, tout le temps être avec le vin. Et effectivement, moi, je suis pas assez avec le vin. Voilà, je travaille pas assez entre guillemets, quoi. Non, mais je suis très intéressé. J'ai été à des cours d'œnologie et tout. Ah oui, quand même. Oui, bien sûr. J'ai une petite cave, mais bon, voilà, je suis pas, voilà, je perds très vite. Non, mais je te demande pas un cours sur l'œnologie. Je te demandais ce que tu aimais, juste voilà, si tu étais un peu sensible à ces vins. En tout cas, là, sur Coquerieux, c'est ça. Il y avait donc un cépage Gamay. Vous avez décidé d'arracher pour mettre en place quel type de cépage? Donc, on va replanter du blanc, donc du chardonnay et du sauvignon, parce qu'on a la conviction que ce terroir, ce terrain, cette parcelle de Coquerieux se prête à ces cépages-là, de par ses caractéristiques. C'est un sol qui est argilo-calcaire, qui est exposé au sud-est, sur des coteaux. Donc, ça peut donner de grands vins blancs. Donc, c'est le challenge que l'on s'est lancé. Le fameux challenge, donc arracher, replanter. Replanter, ça veut dire acheter des pieds de vigne. Tout à fait. Alors, c'est Nachet qui fait 3000 mètres, c'est ça? Oui. Carré, cube, comment? Cube, carré? Mètre carré. Carré? Cube, c'est le... c'est le cubi, ouais, c'est ça, mais ça fait un gros cubi à 3001. Et Coquerieux, lui, il a quelle dimension? Coquerieux, c'est une superficie d'1,5 hectare environ, donc ça fait une jolie surface. Mais ça représente combien de pieds à replanter? Alors, on va replanter 5000 pieds. Ah ouais, c'est pas mal ça. 5000 pieds, à combien le pied? Le pied, aujourd'hui, vaut environ 1,50 €. Ah bon, c'est tout? Ah oui, mais tu les prends tout petits, quoi. Oui, on les plante à peu près, ils font 30 cm à peu près. Ah oui, c'est vraiment superficie, ouais. Ah, c'est marrant ça. Ouais, hein, je pensais que quand on plantait une vigne, elle avait déjà un peu plus de maturité. Non, c'est vraiment un petit greffon. D'accord, ok. Et combien de temps cette vigne va prendre pour justement atteindre cette hauteur et cette capacité à produire du raisin pour faire ce vin blanc, ce sauvignon? Alors, il faut compter un minimum 3 ans avant de pouvoir faire une première récolte et idéalement une vraie récolte la 4e année. Donc pour nous, c'est horizon 2020-2021. C'est ça, mais en attendant, l'autre parcelle va vous permettre de produire votre vin. Voilà, de commencer à proposer notre production, effectivement. J'ai une petite question, excuse-moi. Sur les 3000 mètres carrés, vous pouvez faire combien de bouteilles à peu près, enfin combien de litres de... On peut faire dans l'absolu 1 millier de bouteilles environ. 1 millier sur 3000 mètres carrés? Ah ouais, je pense que c'est énorme le rendement quand même. Ok. Voilà.
Ok. Donc 5000 pieds à 1,50 €, on a dit, hein, c'est ça, ça nous fait 7500 €. c'est Ouais, ça yeah. Sauf qu'il faut les trouver, ces 7500 €. C'est ça. Mathilde? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que Mimosa est là. Donc Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif. Dédié aux agriculteurs, Dédié aux projets agricoles. aux projets c'est ça, dans c'est ça la l'agriculture. subtilité. Tout tu à vois. fait. Ouais. Donc vous avez fait appel à Mimosa Oui. pour financer ces pieds de vigne. J'imagine exclusivement, c'était ça l'idée? C'était ça l'idée, tout à fait. Ouais. Nous aider à financer cette plantation. Comment vous les avez connus, nos amis de chez Mimosa? Alors Mimosa, on les a trouvés par Internet, tout simplement, en octobre 2015, quand j'ai commencé à chercher une plateforme de financement participatif. Je voulais qu'elle soit dédiée à l'agriculture et aussi qu'elle corresponde à nos valeurs. Et donc Mimosa remplissait tous ces critères. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté au-delà, bien sûr, de cette ouverture et cet appel aux dons? Ce que nous a apporté Mimosa, c'est une ouverture, oui, comme vous, oui, comme vous le disiez, bien sûr, le dire, sur une fenêtre en fait pour présenter nos produits, présenter notre domaine, se faire connaître et fédérer le plus grand nombre possible de personnes autour de Terre Rouge Vignes et Vins. Alors qui dit plateforme participative, porteur de projet, appel aux dons, dons dit contrepartie, bien évidemment. Voilà, j'attendais. Voilà, donc imaginons que tu mettes 5 €. Pour 5 €, vous avez déjà l'idée des contreparties, elles sont établies? Oui, les contreparties sont établies, donc on démarre à 15 €. Ah. Et donc... Bah oui, parce que 5 € la bouteille, enfin à mon avis, voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas cher. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ou une demi-bouteille éventuellement. Donc à partir de 15 €, on repart avec une bouteille, comme dit Gilles, c'est ça? Non, pas du tout. À partir de 15 €, ce qu'on vous propose, c'est de parrainer un pied de vigne. Ah, c'est chouette. Voilà, c'est notre idée. Ah, donc, en faisant ça, en fait, vous investissez dans un projet durable, environnemental, porteur de sens, puisque grâce à vous, un pied de vigne va grandir, va se développer et donner un jour du raisin. Donc c'est vraiment le cœur de notre projet sur Mimosa, c'est le parrainage de pieds de vigne. Et pour que ça ait un maximum de sens, ce qu'on propose, c'est que sur le petit tuteur en bois qui accompagne le pied de vigne dans ses jeunes années, on peint le nom du donateur et puis on enverra aussi une photo personnalisée à chaque parrain de pied de vigne. C'est une belle idée, ça. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, ouais. C'est vrai. Chouette. Hein, c'est bien, ouais. Ouais, puis même, c'est des choses qu'on peut offrir à nos proches, c'est des cadeaux qu'on peut faire nous. J'allais dire aux enfants, mais non, mais c'est pas politiquement correct. Je suis désolée. Les enfants peuvent aimer, au contraire. Oui, absolument. Et puis c'est le travail de la vigne, l'œnologie, cette éducation, ce patrimoine. Voilà, on en parle tous les jours dans Campagne TV. On sait qu'il faut être modéré, mais on sait aussi qu'il faut encourager et soutenir toutes ces initiatives et celles de Mathilde notamment, parce que je trouve c'est génial de se dire tiens, on va racheter 2 parcelles puis on va faire autre chose. C'est bien, c'est courageux, c'est bien. Avec le soutien de nous tous. Donc pour 15 €, on est un parrain. La plus grande contrepartie, elle est de quel ordre? Alors le maximum c'est 500 €. Et donc en plus du parrainage du pied de vigne, pour 500 €, vous avez une bouteille de rosé qui sera fait cet automne, au mois de septembre. Ça, c'est la parcelle Nachet, c'est ce domaine-là. Qui viendra de Nachet. Et puis on propose aussi une initiation à l'œnologie, donc un cours de dégustation que j'animerai autour des cépages Chardonnay et Sauvignon, qui sont les 2 cépages que nous allons replanter. Et on propose aussi de venir déjeuner à Nachet, dans les vignes, puisque le vin et la gastronomie, c'est complémentaire. Et quoi de mieux que de partager ensemble un verre de vin autour d'un bon repas. On arrive, Mathilde Bonnet. On prend les enfants, ton épouse, tout le monde, et hop, on vient vous voir pour avec plaisir. Une petite dégustation. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de votre beau projet et puis de cette association avec Mimosa. Nos amitiés à Julien, votre amoureux. Et puis longue vie, bien sûr, à Terre Rouge, Vignes et Vins. Merci. Je vous en prie, Mathilde. Je voulais savoir si tu avais déjà trait une vache. Oui, j'ai déjà fait ça sur un tournage, bien sûr. C'est génial. C'est tout chaud, faut y aller franco, c'est génial. Moi, j'ai jamais réussi. T'arrives à voir le... Ah bah, il faut pas hésiter. Ouais, c'est ça. On a l'impression de lui faire mal, mais... Ouais. Non, faut y aller. Bon, comme je suis une brute, j'y suis arrivé assez rapidement. Bon, ça, c'est fait, voilà. Au Salon de l'Agriculture, les animaux sont les stars, les vaches peut-être encore plus avec Cerise, la mascotte, la bazadaise que tu as dû voir partout, toutes les affiches dans Paris. Mais même les stars ont des obligations journalières, notamment la traite. Et on vous emmène dans les coulisses de la traite des vaches du Salon de l'Agriculture. C'est un sujet vachement intéressant. Ouais, je l'ai placé de Léonie Savet. C'est la dernière, je me fais plaisir. Allez, c'est parti.
Sur le salon de l'agriculture, les bêtes sont en démonstration. Mais pour autant, la vie de la ferme ne s'arrête pas. En fin d'après-midi, sous l'œil intrigué des visiteurs, des centaines de vaches laitières viennent se faire traire. Au fond, Olivier, le responsable technique, dirige la manœuvre. Vous pouvez attendre au bout là. Mais ici, les gestes sont rapides et précis. Tout le monde connaît parfaitement la procédure. C'est les éleveurs eux-mêmes qui branchent les vaches, bien entendu. C'est pas nous, hein. Ils font ce qu'il faut au quotidien, c'est-à-dire qu'ils font les premières analyses au niveau de la qualité et après ils branchent ce qu'on appelle le faisceau pour extraire le lait de la mamelle. Là, je fais couler les premiers jets pour contrôler s'il n'y a pas de cellules. Avant chaque traite, la qualité du lait est contrôlée par l'équipe d'Olivier. En fait, les cellules, c'est la matière grasse et s'il y en a trop, le lait n'est pas de bonne qualité. Donc il y a un certain seuil à atteindre. Donc là, le lait est bon, il n'est pas gluant. C'est un contrôle de qualité pour pouvoir mettre le bon lait avec le bon lait et le mauvais lait de l'autre côté. Pas d'antibiotiques ? L'examen validé, cette laitière peut à son tour alimenter les réservoirs du salon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment différentes races de vaches. On va de la Primolstein à la Tarine, à la vache Abondance, toutes des vaches qui sont de différentes régions. Et là, on est complètement dans un troupeau qui est unique en France, puisqu'on a 14 races mélangées. Et ça fait un lait unique, un lait vraiment très riche au niveau matière grasse et matière protéique. Chaque jour, 250 vaches distribuent leur lait. Un spectacle unique pour les visiteurs. C'est la première fois qu'on assiste à une traite et justement on était un peu curieux. Je pensais que quand on allait voir les vaches se faire traire, on les verrait se faire traire à la main. Et en fait, pas du tout. Je suis étonnée parce que je pensais que chaque vache donnait un lait différent. Donc là, je me dis que tout le lait est mélangé. Voilà, qu'est-ce que ça va donner comme mélange? C'est à l'arrière de la salle de traite que se fait ce fameux mélange. Chaque année, Olivier et son équipe collectent 40 à 50 tonnes de lait. Comme dans une salle de traite traditionnelle, les réglementations sanitaires sont strictes sur le salon. Le lait collecté est méticuleusement contrôlé par Lionel, le commissaire de traite. C'est un réactif qui va détecter les antibiotiques dans le lait. C'est fini, on va contrôler en espérant qu'il y ait bien 3 bandelettes rouges. Donc on voit bien les 3 bandes rouges, donc c'est-à-dire que le lait, il n'y a pas d'antibiotiques, le lait est bien de bonne qualité. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir le commercialiser et le payer aux éleveurs. Le lait est donc bon à la consommation et ça tombe bien car la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel arrive tout juste d'Orléans pour le collecter. Vas-y, 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 vas-y. Mais encore faut-il réussir à manœuvrer entre les allées. Bon, tu as fait bonne route, Roger? Oui. Pas trop de bouchons à l'arrivée sur Paris. Le lait se transfère directement par la citerne par le biais d'une pompe. Et puis on va collecter la totalité du lait des 2 derniers jours. Donc là on est sur 10 000 litres, allez, un tiers de la citerne à peu près. La particularité du lait que l'on trouve sur le salon, c'est qu'il est issu de 17 races différentes. Et donc avec la particularité de chaque vache. On ne l'isole pas, c'est des trop petites quantités, c'est dommage, parce qu'on aurait souhaité éventuellement faire un lait du salon. Ça nous a été beaucoup demandé. Techniquement, c'est impossible. Mais ce soir, un petit privilégié va avoir la chance de goûter la cuvée du salon, une exception. Alors là, en fait, c'est pour un petit veau parce que sa mère apparemment n'a plus de lait. Donc, on ne va pas le laisser mourir de faim. On va lui donner un peu de lait de la traite, tout chaud, tout bon. Merci. Bonne soirée. Pour Olivier, la journée s'arrête ici. Il est enfin l'heure de souffler. Demain, la traite reprendra à 5h30 pour une dernière journée. Et après le lait et la bière avec Julien, c'est un médaillé qu'on va retrouver tout de suite. Félicitations. Oui, félicitations. Ah et ouais. 2 médailles, Frédéric. 2 médailles, médaille d'or et médaille d'argent. Alors, monsieur Guérin,
Ça fait 11 médailles que vous avez gagnées. Quelle est la recette secrète? Qu'est-ce qui se passe? Vos bières sont excellentes à ce point-là alors? Oui, nos bières sont excellentes. C'est un travail de longue haleine en fait. Ça fait 10 ans maintenant que Hardwen fabrique ses bières. Et nous avons commencé il y a 10 ans par la blonde. C'est la bière qui satisfait le plus grand nombre de consommateurs. Et c'est sur cette bière qu'on a mis tous nos efforts pour améliorer la qualité, avoir un suivi régulier. Et c'est sur cette bière qu'on travaille le plus. Alors c'est une belle histoire, c'est une histoire de copains. Ça s'est passé il y a 10 ans et vous vous êtes dit, bon, pourquoi pas, on va faire de la bière tous ensemble. C'est bien ça hein? Ah, c'est bien ça. C'est passé il y a une douzaine d'années où, voyant pressentant un renouveau de la bière en France, des bières spéciales, des bières artisanales principalement, et sachant que les Ardennes étaient un département très brassicole, puisqu'il y avait 220 brasseries en 1910, et 0 brasserie en 1980, nous avons pris le pari avec une vingtaine d'amis d'étudier un projet, de le lancer et de le réaliser. Donc cette brasserie a démarré il y a 10 ans et voilà, depuis on améliore notre parcours en augmentant nos capacités, nos résultats qualitatifs, puisque nous avons maintenant 8 bières différentes sur lesquelles notre brasseur travaille en permanence pour obtenir aussi d'autres médailles sur d'autres bières. Alors félicitations à vous, félicitations aussi aux 20 amis qui sont dans ce projet. Quelles sont les 2 bières qui ont gagné donc, à ce concours général agricole? Alors la première, c'est donc la blonde qui a obtenu la médaille d'or dans la catégorie des bières à double fermentation, dans la catégorie des moins de 6 degrés. Et donc cette blonde qui a été travaillée depuis longtemps. Et puis la deuxième, c'est la voinique blonde, voinique triple, dans la catégorie des bières de plus de 6 degrés. Alors la bière blonde, il faut savoir que c'est une bière qui est très convoitée ici. C'est un peu votre médaille olympique, vous m'avez dit. Ah oui, pour nous, c'est une médaille olympique, puisque la bière blonde représente pour nous plus de 25% des volumes. Et c'est la bière qui est le plus consommée en France et voire dans le monde. Donc c'est sur ce créneau qu'il y a un plus grand nombre de fabricants, de producteurs. Et c'est la bière la plus bataillée dans les concours. Donc obtenir une médaille d'or sur ce produit, c'est vraiment génial pour nous. Alors le Salon de l'Agriculture, vous le savez, c'est pas fini, il reste encore demain. Si on veut goûter vos bières médaillées, où faut-il aller? Ah, pour goûter les bières, vous venez sur notre stand, on se trouve au hall 3, allez A, au stand 092. Voilà, les Ardennes, c'est ici, les bonnes bières médaillées. Merci beaucoup à Monsieur Guérin. Oui, voilà, mon Julien. Ça vous donne envie? Oh ouais, ça nous donne envie. Enfin, moi, oui. Enfin, Gilles? Si, j'ai toujours envie. Hein, j'ai toujours envie. Une petite bière comme ça. Et je vais à Charleville-Mézières, c'est dans les Ardennes. J'espère que j'aurai l'occasion de déguster une des bières du monsieur. Ah bah oui. Ben oui, j'y vais là. Voilà, notre ami, oui, tu l'entends pas, Julien, mais voilà, Gilles, il vient à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Donc j'espère qu'on pourra organiser une dégustation. Bah voilà. La grande famille est là. Eh bien voilà, merci, félicitations en tout cas pour cette belle boisson. Et puis tout de suite, ces paroles d'agriculteurs dans le MAG. Et nous recevons Samuel Vandal qui vient nous parler de son métier d'agriculteur. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Ah, il y a le fan club qui est là. Voilà. Bonne ambiance sur le, c'est bien, il faut, sur le MAG. C'est le dernier jour, l'avant-dernier jour. Exactement, l'avant-dernier jour. Comment ça va? Vous avez fait le salon depuis le début? Depuis vendredi. Vendredi soir, on a passé la soirée avec les éleveurs. Passé un bon moment, toujours un moment convivial le soir avec les éleveurs. Oui. Et puis toute la journée sur le stand des jeunes agriculteurs juste en face de chez vous. Qu'on salue nos amis secoués mais motivés, comme ils le disent. Plus, regarde, il en peut plus. Mais ils sont très calmes les GIA quand même. C'est pas normal. D'habitude, on les sent un petit peu plus énervés. D'ailleurs, je vais t'offrir tout de suite un t-shirt quand même. Ah, merci Samuel. Merci parce qu'on aime beaucoup les GIA dans le MAG. Vous n'avez pas des slips? Moi, je suis non. Dans certaines régions, on fait des vêtements pour femmes, mais je pense que je veux pas. Oui, si je veux me déguiser, pourquoi pas? Merci. Oui, les GIA dans certains départements font aussi des sous-vêtements pour femmes. C'est joli ce rouge, ça me va bien. Merci beaucoup Samuel. Alors on va revenir à nos moutons, en tout cas à ce que tu fais, puisque tu es en Seine-et-Marne. J'imagine que du coup tu es dans les céréales, dans les grandes cultures.
Oui, alors moi l'exploitation de 140 hectares en grande culture, céréales, betteraves, et puis diversifié. Mes parents avaient monté une chaudière biomasse pour chauffer les maisons d'habitation autour de chez nous. Et puis derrière, on a monté aussi un phytoépurateur. Alors un phytoépurateur, c'est une grosse fosse septique, sauf qu'au lieu d'appeler Veolia ou d'autres sociétés pour venir pomper, et c'est des plantes, 180 plantes qui épurent, et l'eau au bout des 7 bassins qui est bonne à mettre dans le Ricard. Génial. Et j'ai juste une question. Ça fait combien de temps que vous l'avez fait ça ? Alors la chaudière, ça fait 8 ans, et le phytoépurateur, ça fait 4 ans. Et ça marche impeccable. Ça marche impeccable. C'est génial. Alors voilà, les idées des initiatives. Très écolo, moi, comme garçon, on dirait pas comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qui te touche, qui t'importe. Ah ouais, complètement. Ouais, je suis le Leonardo DiCaprio français, tu vois. C'est génial ça comme plan marketing en fait. T'as vu ça ? C'est une super idée. Ah oui ? Et donc toi tu pourrais installer je dirais des systèmes de chauffe, d'évacuation un petit peu différents justement pour préserver la nature. Moi je suis dans un appartement donc déjà ça réduit vachement parce que bon il faut là c'est par exemple la prochaine AG je vais essayer de mettre une prise électrique sur mon parking. Pour m'acheter une voiture électrique. Ouais. Voilà. D'accord. Donc tu es dans cette démarche-là et tu y vas. Complètement, j'adore ça. Génial. Je suis à donf. Bon bah voilà, donc vous pourrez vous refiler les bons plans sur cette. Il s'y connaît beaucoup plus que moi. Ouais. Il s'y connaît, tu vas voir. Et puis c'est un très bon communicant, Samuel, parce que c'était ça l'idée aussi. C'est bien sûr de parler de ton travail d'agriculteur, et puis peut-être de chasser les idées reçues, les clichés qu'on peut avoir sur l'agriculture. Comment tu fais du coup pour communiquer différemment ? Déjà, on adhère donc complètement au réseau Agri Demain. Donc tiens, je vais te donner. C'est la soirée des cadeaux. Alors là, allez, je vais lui donner. Furieux, mais il te reste un peu des trucs quand même chez toi. Merci. Mais il y en a encore dans le stand. Agri Demain, ça me plaît. Agri Demain. L'objectif, c'est de se retrouver, de se regrouper ensemble entre agriculteurs pour communiquer avec des moyens communs. Moi, le 5 janvier, j'étais dans une école à Paris, dans le 8e, devant 150 élèves. Et l'objectif, c'était de communiquer sur notre métier, communiquer sur ce qu'on fait, parce que c'est toujours mieux de communiquer nous-mêmes plutôt que de laisser les autres parler de notre métier. Surtout en ce moment, avec certaines émissions à charge, on a besoin aussi de rétablir la vérité sur ce qu'on fait chez nous. Donc c'est vraiment important que ce soit les agriculteurs qui parlent de leur métier. Justement, qu'est-ce que tu leur racontes à ces enfants ? Mais on leur raconte déjà comment ça se passe. Certains enfants nous disaient, mais vous avez encore des faux dans vos exploitations. Des quoi ? Des faux pour faucher le blé. Alors on leur explique déjà comment ça se passe, que l'agriculture a évolué, s'est adaptée, entre autres avec les nouvelles technologies. Oui, ça s'est mécanisé beaucoup. Et puis que l'agriculture s'est modernisée et joue un rôle très important pour l'environnement, l'entretien de l'espace. Aujourd'hui, l'entretien des chemins, l'entretien des bordures de bois, c'est très important. Et puis aussi certains sujets qui peuvent être tabous. Alors justement, on ne parlerait pas des produits phytosanitaires, par exemple ? Bien sûr, les produits, ça a été la question. À un moment donné, au bout d'1 heure et demie, une petite fille me demande, mais est-ce que vous mettez des produits chimiques ? Alors je lui réponds oui. Dans la salle, le gros wow. Ah oui, tu as eu ce genre de réaction. Et là, j'étais devenu le méchant Samuel Vandal. Mais non, mais c'est la réalité. Alors je leur ai expliqué clairement que moi, mon métier, c'est agriculteur. Mais agriculteur, c'est aussi un petit peu un médecin et un petit peu un pharmacien. Parce que les produits chimiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc quand une plante a une maladie, on va la voir, on regarde, on examine, on voit si on a des manières alternatives de résoudre cette maladie. Bien sûr, ce que tu fais aussi, si tu peux traiter par des choses plus bio. Tout à fait. Aujourd'hui, on a de la bouillie d'ail, de la bouillie de prêle. Et puis si on peut pas, malheureusement, on utilise un produit chimique. Mais c'est pour avoir des plantes saines, des produits sains au final, qui soient bons pour consommer. Tu as l'impression que les enfants reçoivent cette communication, c'est-à-dire qu'entre eux, les paysans sont des pollueurs, et finalement ce que tu leur dis, ce que tu leur expliques, ils font la part des choses, et du coup est-ce qu'ils peuvent remonter finalement, on dit souvent que c'est compliqué ce que je dis. Ce sont les enfants qui éduquent les parents, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Est-ce que toi tu crois à ça, Samuel ? Oui, en fait, les enfants, quand ils parlent éventuellement produits chimiques, agriculteurs, pollueurs, c'est parce que d'une, ils ont vu éventuellement des émissions à charge, deux, c'est les parents, mais c'est des idées reçues. Aujourd'hui, l'agriculteur, il vit, la terre, c'est du vivant. Quand moi, je vais dans mes champs et que je mets un coup de bêche et que je vois une 50aine de vers de terre juste sur un coup de bêche, c'est ça, c'est la vie du sol. Donc aujourd'hui, on vit avec tout ça. Les abeilles, c'est hyper important pour nous. Si demain, il n'y avait plus d'abeilles, on aurait du mal, on ne pourrait plus cultiver. Donc on vit avec toute cette biodiversité.
Et nous, on fait de l'environnement. L'environnement, c'est nous. La biodiversité, c'est nous. Donc c'est très important aussi qu'on aille parler aux enfants. Parce que oui, forcément, les enfants en reparlent le soir à leurs parents et ça change la donne. Ça change la donne, ouais, effectivement, c'est ça l'idée. Tu vas continuer à aller à la rencontre de ces collégiens, lycéens, pour leur expliquer ce que c'est que le travail de l'agriculture. Oui, c'est très important, quoi. Nous, chez Jeunes Agriculteurs, c'est vrai qu'on se bat dans tous les départements, dans toutes les régions, pour aller communiquer dans les écoles, pour faire goûter nos produits, parce que c'est important. Le message, il passe aussi par là. Faire goûter un produit, le message, quand quelqu'un parle du fromage de chèvre et qui fait déguster un petit morceau de chèvre aux enfants, le message passe tout de suite mieux. C'est la proximité, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on... Avec Agri Demain, on va aller encore plus loin, mais il faut vraiment continuer dans cette démarche-là. Eh ben, je te remercie, Samuel. Merci d'être venu nous voir. On salue bien sûr tous les jeunes agriculteurs et puis le réseau Agri Demain qui vous soutient vraiment activement. Et comme tu dis, c'est important de faire changer un petit peu les clichés, les points de vue là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Allez, nous, on va continuer. Applaudissements, Samuel, enfin. Ouais, voilà, bravo. Et pendant que vous applaudissez, je vous propose une dernière balade dans les bois avec nos amis de l'Office national des forêts. Et nous allons parler des déchets en forêt avec Gilles Prieur, qui est chef de site à l'ONF, l'Office national des forêts. Bonjour Gilles. Très joli prénom, Gilles. Ouais, c'est ça. Bonjour Frédéric, bonjour Gilles, excusez-moi. Ça s'écrit pas pareil en fait. Ah oui, bon, moi c'est marketing. Tu l'as un petit peu raccourci, ouais, c'est ça. Alors les déchets, oui, on a parlé toute cette semaine bien sûr de la forêt avec l'Office national, on a parlé des promenades, des cueillettes, de plein de choses. Puis on s'est dit quand même que juste avant de partir, ce serait bien qu'on dise quelques mots sur le fait qu'abandonner des choses dans la forêt, eh bien forcément ça a des conséquences sur la faune, sur la flore, et que c'est pas bien. Oui, c'est la base. Donc les déchets, ce sont des résidus de production, de transformation qu'on trouve, que les gens destinent à l'abandon, et régulièrement on les retrouve en forêt. Alors, soit par l'intermédiaire de pique-niques qui sont organisés et les gens laissent les déchets en forêt, soit par l'abandon de déchets différents dans certaines zones par des entreprises. Toi, Non, mais moi, je trouve ça aberrant encore aujourd'hui de pouvoir oublier ou de ne pas faire attention à ce qu'on jette en forêt. Pour moi, c'est de l'incivisme total. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Même quand on jette une cigarette par la fenêtre, je suis d'accord. C'est bête, hein, mais ce petit truc-là va rester très longtemps. J'ai lu un truc en 2050, il y aura plus. Alors c'est autre chose, c'est dans la mer, mais c'est le même problème. En 2050, il y aura plus de masse de plastique dans la mer que de masse de poissons. Oui, c'est ça, il y a même un continent de plastique qui flotte sur les océans. Donc c'est pareil dans la forêt, c'est pareil. Et tu parlais du mégot de cigarette. On va détailler peut-être avec vous, Gilles, quelques-uns des déchets les plus connus, malheureusement, et qui ont les plus tenaces. On a établi une liste de déchets qu'on retrouve dans l'environnement et on a établi la longue vie des déchets. Alors par exemple, la cigarette. La cigarette, donc de 1 à 2 ans. De 1 à 2 ans, d'accord. Après, on aura des plures de bananes de 3 à 6 mois, parce qu'elles sont consommées par les insectes, et donc elles se dégradent très rapidement. Mais ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est très bien. Oui, c'est pas mal. Donc, par contre, là où c'est plus ennuyant, c'est quand on attaque les canettes qui sont utilisées pour les barbecues et qui sont laissées sur place. Les gens, en général, il y a du liquide sucré qui est à l'intérieur de la canette. Les insectes vont se nourrir de ces liquides, donc vont rentrer à l'intérieur et se trouver piégés. Derrière, on a des musaraignes qui sont des insectivores qui vont venir se glisser à l'intérieur pour nourrir, manger ces petits insectes et qui sont piégés aussi, piégés. Mais c'est horrible. Donc il y a plein de musaraignes mortes dans les canettes. On n'y pense pas. On trouve la même chose dans les bouteilles de verre qui durent 4000 ans à disparaître. C'est vrai qu'on en retrouve encore des bouteilles de l'Antiquité. Donc on imagine que dans 4000 ans, on retrouvera ta bouteille de Sauvignon, de bière, ou de bière de nos médaillés ou de Mathilde. Voilà. Donc c'est pas le pire. Le pire c'est les cartes téléphoniques ou les cartes bancaires qui ont dans leur puce du mercure, ce qu'on retrouve régulièrement et qui en se dégradant vont se décomposer et on va retrouver ça dans l'eau. Alors on retrouve aussi du plastique. Le plastique régulièrement et on le retrouve dans les intestins des sangliers. Parce qu'ils viennent manger les restes de nourriture et en mangeant ces restes de nourriture, on retrouve des petits morceaux de plastique à l'intérieur.
Alors c'est pour ça aussi qu'on retire régulièrement les poubelles au bord des parkings. On ne laisse pas les poubelles pour éviter que les animaux ne viennent les déchiqueter. Bah oui, et puis ils prennent l'habitude aussi, c'est ça le. Ça les connaissent le attire, coup. t'as raison, Les corneilles viennent arracher les sacs plastiques pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils mangent aussi des débris de sacs plastiques. Les sangliers viennent manger ce qu'on reste dans les poubelles. Ouais. Et les renards, évidemment, qui dispersent tout partout. Qui mangent tout, oui, Voilà. on est d'accord. Donc le plus simple, c'est de ramener ces déchets chez soi pour pouvoir les trier. On est d'accord et on ne compte pas forcément sur des structures qui sont certes là, mais qui encouragent certains animaux à subir les conséquences de tous ces déchets. Mais on risque des sanctions si on abandonne ce genre de produits. Tous les agents de l'Office national des forêts sont assermentés, donc ils peuvent verbaliser. Vous avez déjà mis des fessées, vous? Ça serait bien de remettre la fessée. On verbalise. Alors c'est 35 € pour avoir laissé un déchet comme ça manuellement. Moi je trouve qu'on peut augmenter ça. De quoi, la fessée ou augmenter le coût? 35 €. Mais oui, je suis d'accord. Parce que du ça, coup, c'est juste pour un déchet manuel. Par contre, si c'est pour un déchet amené par un véhicule, à ce moment-là, c'est un procès verbal. Alors, on va en parler des déchets amenés par les véhicules, puisque vous êtes venu avec une affiche d'abandon de gravats. Oui, ce qui devient quand même une grande spécialité. Je ne sais pas si tu as vu aux abords aussi des villes, il y a beaucoup de dépôts sauvages comme ça. Donc, bon, en ville encore passe, parce que c'est aussi la commune ramasse régulièrement, même si c'est pas elle. Mais à la forêt, ça donne ça. C'est-à-dire qu'un abandon dans un chemin, là, directement. On trouve ça dans les chemins, ils cassent les barrières pour pouvoir rentrer et déposer les gravats. Et souvent, ce sont des entreprises qui déversent des restes d'amiante en forêt, des déchets qu'on a du mal à gérer. Baissez-le, parce qu'on ne vous voit plus du coup. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, des déchets qu'on a du mal à gérer parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires toujours de facilement les retirer. Mais oui, il faut savoir que dans la région Île-de-France, notamment sur l'agence de Versailles, on consacre 400 000 € au ramassage des déchets. Autrement dit, c'est 1590 tonnes de déchets, soit l'équivalent de 259 camions qui sont... 2590, excusez-moi, 2590 camions qui sont sortis chaque année. Incroyable. Et du coup... vous êtes là aussi pour vous occuper de ces déchets. Ça fait partie de votre fonction ou vous faites appel à des services Non, on a chez nous des ouvriers qui tournent tous les jours pour ramasser les déchets en forêt. Et ils circulent sur toutes les forêts donc de la région et tous les jours ils passent pour faire les parkings, les bois. Ouais. Heureusement qu'ils sont là, ces gens-là, parce que sinon ce serait une catastrophe. Si on ramassait pas, on imagine mais malheureusement ils peuvent faire sur certaines zones, mais ils n'arrivent pas à passer partout. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de zones où quand les gens viennent faire des pique-niques dans des endroits très en milieu des parcelles, dans des endroits très retirés, là ça pose beaucoup plus de problèmes parce qu'à ce moment-là, ce sont des bénévoles, des promeneurs bénévoles. Il y a des groupes de promeneurs bénévoles qui se sont organisés pour faire des ramassages de collecte de déchets. Donc on organise ça régulièrement dans différents massifs et les associations viennent nous contacter et je leur explique la longue vie des déchets, comment ils se peuvent comporter en forêt pour avoir un geste citoyen. Oui, bien sûr. Et puis vous avez aussi publié une charte qui reprend tous ces gestes citoyens. Je dirais, non pas ces obligations, mais en tout cas, c'est ces idées de bon sens quand on est, quand on s'invite en forêt pour un pique-nique ou une balade. Je pensais à d'autres déchets on parlait de la peau de banane, les déchets verts en fait, ces déchets que nous on pourrait imaginer. Enfin moi, alors pour le coup, je pensais pas qu'une peau de banane c'était problématique en forêt. Je sais qu'il y a des gens qui viennent aussi avec leur tonte de pelouse, leur taille d'arbre. Alors, ça, hein. Oui, tout à fait. Les déchets verts posent énormément de problèmes. Les gens pensent que jeter leurs déchets de tonte ou leurs déchets de haies ne pose absolument pas de problème puisque ça va se dégrader et ça va devenir de l'humus. Ce n'est pas le cas parce que à l'intérieur, quand ils jettent les tontes ou les de haies, ils jettent aussi les graines. Et ces graines vont repartir et donner des plantes invasives. On a énormément de problèmes avec la renouée du Japon, les lentes et le raisin d'Amérique, qui vont reprendre et réapparaître en donnant des graines qui vont être redisséminées par les animaux. Le problème de ces graines, c'est que par moments, elles sont toxiques aussi pour ces animaux-là, parce qu'elles ne viennent pas dans nos régions.
ce ne sont pas des plantes autochtones, ce sont des plantes qui sont arrivées bien artificiellement. Sûr, qui modifient cet écosystème et c'est pas l'idée. Ça pose voilà. de gros problèmes, notamment pour le Prunus serratina, qui est un arbuste qui va empêcher la régénération dans certaines zones du chêne. Parce que le prunus repart trop facilement, il rejette trop facilement et ça nous pose de gros problèmes. À ce moment-là, le seul moyen de lutter, on a eu des mécènes qui sont venus en forêt avec nous et qui sont intervenus soit par l'annelage, donc on retire une partie de l'écorce parce que la partie vivante du végétal, donc pour les arbres, c'est non pas le cœur de l'arbre, mais la partie qui est autour de l'arbre. Et c'est là où la sève brute et la sève élaborée va circuler. Donc pour éviter qu'ils grandissent trop vite, on retire une partie de cette partie vivante tout en laissant un tire-sève qui permet de pouvoir alimenter la plante. Bien, mais en la ralentissant sa croissance. J'adore, et c'est un passionné comme tous ceux de l'ONF. Merci beaucoup, on pourrait parler des heures avec vous, malheureusement c'est terminé. En tout cas l'idée voilà, c'est de faire attention, de repartir avec ces déchets, de ne pas penser que parce qu'on les laisse, ils seront ramassés. Merci beaucoup. On retrouve quant à nous la météo, le temps qu'il fera demain. Eh bien oui, c'est avec Anne-Sophie Le Sage. La météo vous est présentée par Pleinchamp.com. Coucou Anne-Sophie, comment ça va? C'est Fred et Gilles. Coucou. Alors je les connais, ces beaux moutons, les mérinos. Les mérinos de Rambouillet. Alors là, du coup, je suis chez les chèvres angora. On a eu un petit souci, on a changé, mais tout va bien. Là, je suis très bien. Puis comme j'y vois rien, en plus, j'ai pris ça pour des moutons. Non, l'écran est très loin. Moi, c'est pareil. Je croyais que c'était des cochons, tu vois, de loin comme ça. Voilà, d'accord. Bon. Oui. Merci Gilles. Allez, vas-y Anne-Sophie, fais péter la météo. Alors du coup, je suis chez les chèvres angora et je suis très très bien entourée puisque je suis avec Romain. On est bien, on est assis par terre, on est super au calme. Alors bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, d'où venez-vous? Je viens de Rennes-Noir. Alors parlez-moi un petit peu de votre exploitation. Alors on élève des chèvres angora uniquement pour leur toison, donc qui s'appelle le mohair, qu'on fait transformer par une coopérative et qu'on récupère ensuite une fois en filet ou sous forme de produits transformés qu'on vend directement à la boutique, à la ferme. D'accord. Et alors du coup le mohair des chèvres angora, c'est du mohair de très bonne qualité? Alors le mohair français est d'excellente qualité parce que ça fait 30 ans qu'il y a Capgène qui est un organisme de sélection qui nous aide à choisir les animaux de meilleure qualité pour savoir quels animaux il faut faire reproduire pour améliorer en permanence la qualité du mohair qu'on produit. Ce qui permet d'avoir fait une très nette amélioration en 30 ans. Voilà du mohair français. Alors du coup, je vais toucher. Hein. Oui, d'accord. Et du mohair étranger, importé. Ah oui, c'est quand même vraiment différent. Hein. Là, c'est vraiment très très doux. D'ailleurs, vous n'avez pas un petit pull pour moi? Là, ça donne très envie. Hein. Si, j'ai ça dans les stocks. Alors du coup, vous les tondez combien de fois par an? Quelle production? Dites-moi tout. Alors, on les tonde 2 fois par an. Elles produisent à peu près 2 kg de mohair brut chacune à chaque tonte pour une chèvre adulte. Ensuite, avec les pertes à la transformation, on est à peu près à 3 kg de produits transformés par bête et par an. D'accord, alors il va vraiment me falloir un pull parce que je pense qu'elle va vraiment me manger mon pull. Alors du coup, dites-moi, est-ce que ça fait la même production toute sa vie? Est-ce que ça fait différentes qualités? Alors plus l'animal est jeune, plus il produit du mohair fin. Donc on va faire, en fait quand on tond, on va trier en 5 types de finesses. Et chaque finesse va être amenée à faire différents produits. C'est-à-dire qu'avec les animaux jeunes et le mohair très fin, on va faire tout ce qui est en contact avec la peau, écharpes, chaussettes, pelotes, pulls et compagnie. Avec des animaux plus âgés, on va faire des choses qui nécessitent plus de tenue, comme des plaids ou des couvertures, voilà. Donc chaque âge a son avantage. D'accord. Alors, est-ce que vous savez le temps qu'il va faire ici en Ile-de-France pour les gens qui vont venir au salon demain? Alors, je crois qu'il fera humide, froid, moche. Donc, venez vous mettre à l'abri au salon. Ah, vous n'êtes pas super optimiste. Alors du coup, en Ile-de-France, demain matin, il fera sec et l'après-midi, il y aura quelques averses. Les températures ne passeront pas 7 à 8 degrés. En France, maintenant, quelques averses seront possibles sur le nord du pays. Ailleurs, le temps sera globalement sec. Les températures seront fraîches. 8 à Paris, 10 à Bordeaux et 13 à Marseille.
Eh bien, Anne-Sophie, voilà, je pense que vous allez repartir avec une chèvre mohair. Grande histoire d'amour. Je ne sais hein, pas toutes les si mon deux. t-shirt survivra jusqu'à tout à l'heure. Je pense qu'il y a un trou. En tout cas, c'était très drôle. Et voilà, merci. Je vous souhaite bon vent et à très bientôt, ma belle. À bientôt. C'était la météo avec Pleinchamp.com. Sympathique, hein, Gilles, cette petite séquence. Oui, j'ai essayé d'aborder une fille comme ça en lui tirant un peu le t-shirt, en lui mordillant le. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Ah, alors voilà, attention. qui m'a rejoint, c'est Olivier Allemand, bien sûr. Voilà. Elle a besoin d'amour. Alors on me dit de me dépêcher. Bon, les deux gagnants, il faut qu'on dise, c'est Célia Michel de Meurthe-et-Moselle et Max Zeller. Tiens, viens avec entre nous. Max Zeller du Lot-et-Garonne, bravo, vous avez gagné chacun un abonnement de 6 mois au magazine Télécable Sat Hebdo. Et puis Gilles, on voulait te remercier, une dernière Avec invitée, mais on va pas dire le meilleur pour vexer les autres, mais en tout cas, c'était un bonheur. On te retrouve bien sûr au théâtre, à l'Apollo Théâtre, à partir du mois d'avril, tous les dimanches, fait, à partir de 19h avec La Vie est belle. Ta vie est belle, ça c'est sûr. Et puis dans nos chers voisins, Moi, j'ai un petit cadeau, hein. voilà Julien qui débarque. Je voulais remercier bien sûr tous ceux qui ont participé à cette émission. On les appelle les marathoniens dans le milieu. La technique, bien sûr, avec Mathieu Bessé aux commandes. Il y a également la production, les journalistes, Alexandra Tirlidei, Innocenti, bravo pour le travail, le professionnalisme, le sourire. Il y a Julien, il y a Anne-Sophie, tous nos invités, nos partenaires. Il y a bien sûr Olivier Allemand. Olivier, il a besoin d'amour. Regardez, il a besoin Olivier d'amour. Campagne TV qui nous permet chaque année de faire des directs de 8h à 19h, vous vous rendez compte, et de donner la parole à tous nos amis agriculteurs au monde agricole. Et on est fiers. On vous embrasse très très fort. Vive Campagne Télé, vive l'agriculture française. Mais on oui. garde les pieds sur terre. Merci Bah beaucoup. oui. À très bientôt. Au revoir. C'est bon ça les amis, c'est bon ça.